Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Alors aujourd'hui on a la chance d'être avec des grands noms, des gens puissants. Nous sommes avec Julien, le rédacteur en chef de Dissident, et puis avec Vincent, le rédacteur en chef lui aussi de Dissident, mais du fixe de Dissident, c'est ça ? C'est ça, ouais. Bonjour. Alors, salut Vincent, salut Julien, plein de questions à vous poser évidemment. Déjà, est-ce que vous pourriez nous présenter votre projet rapidement ? Alors, qu'est-ce que c'est Dissident ? Dissident, c'est donc un MOOC qui existe maintenant depuis 2 ans et demi. Et en fait, on s'est lancé, on avait fait un fanzine dans un premier temps qui s'appelait Les Carnets de l'Assemblée, qui a duré un petit peu plus de 3 ans, et on a eu une belle expérience avec ça, et on voulait faire un projet un petit peu plus pro, un petit peu plus pro dans le contenu, en tout cas dans la ligne éditoriale, dans les illustrations, dans la maquette et tout ça. D'accord. Et donc on a réuni une équipe qui nous paraissait vraiment de qualité et vraiment motivée. Tu peux citer 2-3 noms qui travaillent dans Julien Dissident ? Clément, David Robert, qui sont les tenanciers du blog Les Mondes en Chantier, Ludovic Papé qui tient la boîte à eux. Il y a d'autres gens qui nous ont rejoints aussi après, des gens comme Romain Duissier, il y a Jérôme Larrey qui travaille aussi un petit peu avec nous, Laurent Devernay, il y a Xaramis, François-Xavier Kwendé. Ça veut dire que de noms de gens qu'on croise sur les forums, ce genre de choses. C'est ça, ouais. Sur des forums comme Casus Eno par exemple, pour la plupart. Là, Casus Eno, Antonio B. D'accord. Alors quand tu dis professionnel, tu veux dire aussi faire intervenir des gens qui ont de la bouteille dans le milieu du jeu de rôle. Parce que on voulait vraiment passer un palier, proposer vraiment une ligne éditoriale bien réfléchie, différente de ce qui s'est fait pour l'instant dans le jeu de rôle avec d'autres magazines qui étaient très axés critique, scénario et de jeu. Alors, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que vous faites alors dans votre magazine ? Alors on a beaucoup d'articles de fond déjà. On présente les différents métiers du jeu de rôle par exemple. On a parlé des cartographes, on a parlé des boutiques là dans le dernier numéro. Ça c'est un truc qui m'a attiré tout de suite dans votre alors faut dire un MOOC du coup. Un MOOC, un MOOC, alors, c'est pas un magazine. Si tu nous expliques ce que c'est qu'un MOOC. Vas-y Vincent, je te laisse. Vincent. Un peu parler. Alors le MOOC en fait, ce mot vient de la fusion de magazine et de book. Donc magazine de par le contenu, book on va dire plus par le format. D'accord. Et par le côté un peu intemporel. Dans Dissident on parle pas vraiment d'actualité. D'accord, donc l'idée c'est de pouvoir retrouver le livre dans une bibliothèque et de pouvoir le consulter comme un documentaire encore d'actualité. C'est ça, ne jamais être à la mode pour ne jamais être démodé. Exactement. En fait. Il y a quand même un effet de mode dans Dissident, ça va être les scénarios, les jeux qui vont être abordés à travers les scénarios. Dans chaque Dissident il y a, on va dire en moyenne 5 scénarios, ça va 5, 6, on est monté jusqu'à 7, ça dépend des aides de jeu qui sont fournies, donc c'est pour ça que le nombre de scénarios varie. Donc voilà, ça va être vraiment les jeux abordés dans ces scénarios-là qui vont être représentatifs du moment et de l'actualité. D'accord. Sinon au niveau des rubriques, donc comme le disait Julien, on a ce qu'on appelle le WIP, donc le Work in Progress, où en fait on va faire un zoom sur un maillon de la chaîne de fabrication d'un jeu de rôle. Donc on va parler des traducteurs, des auteurs, des illustrateurs, des cartographes, des boutiques, qui est le dernier maillon, qui est tout aussi important. Alors qu'est-ce que vous entendez par... Pardon, excuse-moi. On a fait le playtest aussi, on a parlé des chefs de projet. Chefs de projet. Ok. Ce que vous entendez par cartographe, c'est les gens qui dessinent les cartes dans les jeux de rôle. C'est un métier qui peut être oublié et pourtant qui est super important. Pour le joueur, pour le meneur, et il y a des cartes qui sont juste magnifiques, qui mettent en valeur le monde et qui donnent envie de. Donc on a fait une interview sur des cartographes. D'accord. Donc après au niveau des rubriques, pour continuer un petit peu sur la ligne éditoriale de Dissident, on a le match. Alors le match, ça on va opposer 2 jeux qui ont un point commun. Un point commun au niveau du thème. Donc dans le dernier numéro, on a fait Néphilim et Trinité, par exemple. Alors c'est un match qui se veut objectif. On va vraiment mettre à plat les deux jeux pour que derrière le rôliste, le meneur, déjà découvre ces jeux et puisse faire son choix. D'accord. Après, on a des matchs un peu plus
discutable. On va dire, par exemple, il y a eu Tedeum contre un massacre contre Warhammer. Donc là, le point commun, il y a plein de gens qui n'ont pas compris pourquoi on avait opposé. Voilà. Alors le point commun pour nous, c'est la Renaissance abordée de deux manières différentes, d'un point de vue dark fantasy ou d'un point de vue historique. D'accord. On a eu des matchs plus pour la culture rôliste, on va dire. Donc il y a eu Cops contre Berlin 18, en sachant très bien que Berlin 18 n'est plus du tout disponible. Mais voilà. Et pour donner aussi un exemple du ton du match, parce que le ton est aussi une patte propre à Dissident. D'accord. On va pas casser les jeux, loin de là. C'est vraiment faire une présentation objective. Une présentation, d'accord. Donc c'est pas des critiques, non, c'est pas une critique. Un petit peu. En fait, par exemple pour Cops versus Berlin 18, on essaie toujours d'adapter le ton de l'article en fonction du match. Donc dans celui-ci, par exemple, c'est deux flics qui sont en patrouille dans une voiture. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. À t'entendre, j'ai l'impression qu'il y a un vrai travail littéraire sur les articles. C'est-à-dire, ça dépend, pas toujours. Ah ouais, c'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que mais on essaye d'avoir un ton plaisant. C'est pour ça. Après, entre des rubriques sérieuses. Ce que je veux dire, c'est que le but, c'est pas de rechercher l'objectivité, c'est aussi de se faire plaisir à écrire un texte sympa, agréable. Voilà. Agréable à lire, agréable à écrire. On essaye de proposer aussi des rubriques un peu plus légères, un peu plus humoristiques entre deux articles sérieux. Le poulpe contre le pulp, ou je sais ça c'était un match, c'était aussi un match dans le thème contre Followers Expedition. Cthulhu jouait façon pulp. D'accord. Donc voilà, au niveau des rubriques aussi, on a le à froid. Donc la rubrique à froid est un package en fait où on va chroniquer un jeu qui est déjà sorti depuis quelques temps, où il y a déjà 1 ou 2 suppléments de parus. D'accord. Ce qui nous permet en fait d'avoir, donc c'est une critique où on aura joué au jeu, on aura pris le temps de jouer au jeu, on aura pris le temps de l'éprouver un petit peu. C'est important pour vous ça de toujours, parce que ça fait 2 fois que tu insistes sur le fait que vous jouez au jeu, que vous critiquez. C'est un engagement politique de la part des rédacs chefs de Dissident, oui. Dissident. Dans le fixe, on va plus donner des avis de lecture. C'est pour ça qu'on appelle ça des avis de lecture dans le fixe. En fait, c'est vraiment pour qu'on est plus dans l'immédiat, alors que pour Dissident, on prend plus le temps de faire les choses. Vous faites clairement la distinction entre avis de lecture et critique du jeu. C'est ça. D'accord. Donc avis de lecture, c'est juste mise en page, graphisme, agréabilité. Puis présentation de l'univers. En quoi consiste, quel univers, dans quoi vont jouer les joueurs, donc, en gros, le système de jeu, présenter le système de jeu, comment ça tourne. La présentation du système de jeu, mais tu peux pas vraiment juger le système de jeu avant d'avoir joué. C'est juste une présentation, ça se joue comme ça, des caracs, on jette des gîtes, un peu expliquer. D'accord. Ouais. C'est bien ça de faire cette distinction-là déjà, je trouve. Intéressant. Donc voilà. Donc là c'est le cas froid, le cold case. C'est pas une critique à chaud, du coup c'est une critique à froid. Tu prends un vieux jeu sorti de. Non, de quelques mois. Ils ont un petit peu moins d'1 an. Avec 1 ou 2 suppléments. Donc il y a eu du Shade dans le à froid, il y a eu du Metal Adventure, il y a eu. Il y a eu Z-Corps là. Il y a eu Z-Corps dans le dernier numéro. Voilà, donc il y a eu 1 ou 2 suppléments. On voit vers quoi tend la gamme, vers quoi tend le jeu déjà, l'univers, comment il s'étend. Vers la gamme, est-ce que ça va être des suppléments de background, des suppléments est-ce qu'il y aura des scénarios, ça c'est important. Donc on a vraiment un recul et puis on peut donner comme ça une critique argumentée. D'accord. Dans les autres rubriques, en dehors du thème, parce qu'on a un thème aussi qui est important et qui est fort dans Dissident. Ça, c'est vraiment le thème que vous mettez en avant, Julien. C'est vraiment une question qu'on se pose sur le jeu de rôle à ce moment-là. Vraiment, c'est ce qui est mis en avant quand on regarde. Oui, c'est vraiment ce qu'on met en avant sur quel genre de questions vous vous posez sur le jeu de rôle, Julien? Dans le premier numéro, on s'est demandé quelle était la place des femmes aujourd'hui dans le JDR. Parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de joueuses, mais pour les auteurs, est-ce qu'on leur laisse plus de place dans les jeux eux-mêmes? Est-ce qu'on les traite normalement, j'ai envie de dire, et plus comme des bimbos et cervelés, quoi? D'accord. Attends, 30 secondes, parce que je vois Cobal qui vient d'arriver. Il assiste. Cobal, prends un micro. On parle de Dissident. Bonjour. Dissident, t'es un lecteur ou pas? Bien sûr. Alors, j'ai tous les numéros. T'as tous les numéros, t'es un fan, t'es un Bien fanboy. Sûr. Oui, je suis un fanboy. Complètement. On était en train de parler des thèmes qu'ils abordent, qui sont particulièrement sexy, je trouve.
L'argent du jeu de rôle. Mais voyons, Cobal, tu sais bien que ça nous intéresse tout ça. Oui, bien sûr. Il y a aussi le sexe dans le jeu de rôle. Vous avez abordé ça. Je ne me rappelle pas en tout cas. Les femmes dans le jeu de rôle. C'est pas la même chose. Voilà. Ah bon Quand même. Cobal, ce fantasme des futurs sujets. Il s'est créé son propre thème lui-même. Par contre, le thème sur les femmes dans le jeu de rôle, vous l'avez abordé de quel point de vue? C'est-à-dire, vous avez reproché aux rôlistes leur sexisme ou non, en fait, ça a été traité à travers plusieurs articles de fond. Vincent. Il y a déjà eu, on a interviewé donc Neko. J'inverse vos prénoms depuis tout à l'heure, c'est trop chiant. Vincent. Voilà, donc Vincent. Donc on a interviewé Neko en tant que éditrice et meneur de jeu. On a été interviewé des meneuses de jeu, des joueuses. Voilà, est-ce que être joueuse à une table entourée de gars, est-ce que quelle est la sensation, est-ce que ça joue pareil? Être meneuse de jeu et avoir que des gars à sa table, comment c'est perçu? Est-ce que voilà. Donc ces articles, on a une interview comme ça, une interview croisée. Ouais. On a un article de fond sur jouer une femme, ne pas jouer des gros clichés connus. Pour changer un peu. Pour changer un peu, donc comment jouer une femme, enfin pas sans faire les gros clichés. Ouais. Et moi, c'est un reproche général que je fais, alors jusqu'à aujourd'hui, parce que je trouve que le statut des femmes dans le jeu de rôle est encore un petit peu le statut de babes, comme on peut en avoir dans le jeu vidéo ou dans les salons automobiles. C'est ce qu'on pensait aussi, triste. Julien. On a parlé en fait donc pour ce numéro-là, on a parlé à des joueuses, enfin des femmes en général, qui ont un caractère quand même bien marqué. Et on s'est rendu compte que pour elles, ça se passait relativement bien quand même. Donc elles n'avaient pas cette sensation. Voilà. Parce que l'autre jour, on a fait un calcul, c'était avec Sylvie. On regardait la convention, on était à Ludesco, je crois. On regardait les meneurs de jeu. Et il y avait beaucoup de femmes qui jouaient, mais il n'y avait aucune femme qui menait, alors qu'il y avait énormément de... Hier, c'est le constat que j'ai fait aussi. Il y a encore un peu de sexisme quand même dans le jeu de rôle. Hier, difficile à dire. Hier, donc j'ai joué la nuit, enfin cette nuit à Octogone, quoi. Donc j'avais regardé un petit peu. Il y avait une femme par table. Il y avait des meneuses de jeu. Enfin, je veux dire, j'ai vu à Octogone, effectivement, j'ai vu. Il y avait des meneuses. Il y avait une femme en moyenne, une femme par table. Enfin. Donc du coup, non, pour moi, on approche du 30%, au jugé comme ça, à vue de nez. Les quotas. Le jeu de rôle, le jeu vidéo disent qu'ils sont à 50-50 là, ça y est. Il y a un joueur sur deux est une femme apparemment dans le jeu vidéo. Grâce aux Sims. Cobal. Grâce aux Sims. Mais dans le jeu de rôle, on y est pas encore. Il faut bien voir que la plupart des jeux vidéo sont conçus par des hommes pour des hommes. Ouais, ça c'est un autre problème, ouais, c'est carrément. Et ça se sent dans la façon dont sont traités les personnages. Et le jeu de rôle, ça va? On y échappe à peu près? Le jeu de rôle, à partir du moment où on conçoit un jeu de rôle pour tout type de personnage, on évite cet écueil assez naturellement, je pense. Alors, petite digression normale dans le podcast de la cellule, rassurez-vous, c'est normal. Donc on va quand même revenir à Dissident. J'aimerais qu'on parle un peu d'argent. Qui c'est qui vous tient, vous? Parce que je sais que Casus est vendu à Black Book. Mais vous, est-ce que vous êtes indépendant? Nous, on est complètement indépendant. On a monté la structure nous-mêmes. En fait, on est parti de zéro vraiment. Un ami nous a parlé d'Ulule. Et on s'est intéressé à la chose. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait peut-être réussir à financer la version papier du numéro 1 par ce biais-là. Ça a marché ? Ça a bien marché, ça a très bien marché. Si bien marché qu'on a même sorti le 1+2 en fait du coup pour remercier les gens. Ouais. Et puis vu qu'on était aussi un petit peu en retard, mais ça il faut pas le dire. Mais si. Les gens t'en voudront pas d'être honnête, voyons. Il y a prescription depuis, il y a prescription. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème pour ce premier numéro? En fait, on était vraiment très pris par la rédaction du 2 et ça aurait pris du temps pour imprimer le 1. Ouais. On aurait sorti le 1 juste un petit peu avant le 2. On s'est dit qu'il valait mieux faire un gros numéro. Ouais. Que ça passait mieux et puis comme ça on a pu l'offrir aux gens qui nous ont aidés pour Ulule.
Donc vous êtes bien rattrapé. On s'est bien rattrapé, ça va. Donc voilà, et vous financez toujours par Ulule Non, ou non. On s'est lancé comme ça, on a financé le premier numéro comme ça. Ouais. Et depuis, les ventes suffisent à imprimer le prochain à chaque fois. D'accord. Et donc on est. Ah, c'est top ça. Vous êtes au top là alors. Voilà. Voire un peu plus Voire un parce peu plus. qu'on a pu se permettre de sortir un hors-série cet été. Et bientôt Cobal. on se fera des vacances, je pense. Cobalt. J'aurais une question en termes de financement. Quelle est la part des PDF vendus par rapport au bouquin physique? Alors oui, il faut savoir j'ai que pas les chiffres là comme ça, mais de tête. Je pense qu'en nombre de ventes, on est plus ou moins équivalent entre les PDF et les papiers. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qui vous rapporte le plus? Vous avez évalué à peu près pareil? Ce qui nous rapporte le plus, c'est imaginez pour les auditeurs qui nous écoutent, qui voudraient vous soutenir, il faut faire quoi? Il faut acheter plutôt le papier ou plutôt le PDF? Alors, ce qui nous rapporte le plus, très légèrement, c'est le PDF. Ouais. Mais le papier, c'est plus beau, ouais, voilà. Et c'est dans le temps, ça dure. Ça dure. Les gens le voient quand ils traînent sur une table. Donc c'est équivalent. En fait. Voilà, les deux ont leur avantage et leur. Voilà, c'est ça. Moi, ce que j'adore avec le MOOC, c'est que tu le laisses aux chiottes et que du coup tout le monde te pose des questions. C'est génial. C'est le super format là-dessus. C'est que toi, même les grands-parents, tes parents qui viennent chez toi, comme tu as tes magazines et tes magazines de jeux de rôle ou de jeux de cartes dans les chiottes, ils les regardent et puis ils t'en parlent. Ils disent tiens, mais c'est vrai que tu fais du jeu de rôle toi, puis tac, ils te posent des questions. Ça aussi a cet avantage-là, le papier, quoi. C'est que c'est concret. Alors qu'un PDF, forcément, PDF, on lit dans son coin. Voilà, c'est pas forcément très social, quoi. Voilà, c'est pas social, voilà, c'est ça le truc, ok. Mais en termes financiers, c'est le PDF qui vous rapporte très légèrement. Ouais. Très légèrement. C'est pas très notable. C'est vrai qu'on n'a pas dit pour nos auditeurs, mais vous avez ces deux propositions là, c'est-à-dire que vous vendez en papier et en PDF. C'est ça. Je sens quand même que vous avez une petite affection pour le papier, une petite préférence vous pour le papier. Comme tous les relistes, je pense encore. C'est plus agréable à lire. On peut le sortir quand on veut, le feuilleter. Il y a le plaisir de l'objet. La maquette, elle est mieux mise en valeur. Ouais. Donc non, définitivement, le papier, définitivement. Pour moi, si vous me demandez, de me conseiller entre le PDF et le papier, je conseillerais le papier. Allez-y, prenez parce le papier. Que c'est l'aboutissement aussi de notre travail. C'est quelque chose de concret. Le PDF, même si on gagne plus en termes de bénéfices. Non, achetez les deux, en fait. Ouais, c'est très bien. Pourquoi choisir? Non, finalement, achetez les deux. Ok. Donc, vous êtes totalement indépendant, vous vous autofinancez. Oui. Jusqu'à maintenant, vous êtes sur une ligne de croissance et vous en vendez de plus en plus Ou c'est variable, ça dépend des thèmes? Non, il y a un ou deux numéros qui se sont très très bien vendus. Mais en général, ils arrivent tous à être épuisés au fur et à mesure. Donc, parce que vous imprimez à une quantité fixe. Ouais, c'est ça. Et puis après, vous dites, épuisé, quoi. Voilà. Le numéro, il est épuisé. Ouais. Parce que souvent, on dit dans le jeu de rôle qu'il y a le mécanisme du le premier se vend très bien, le deuxième moins, etc. Mais ça touche pas les magazines, en fait. Ça touche les jeux. Non, c'est pas. En tout cas, c'est pas notre cas. Nous, chaque numéro qu'on sort, on est serein au niveau des ventes. Ouais. On a de plus en plus d'abonnés. Ouais. Et les numéros s'épuisent chez le distributeur. On a les 4. Vous êtes distribué en magasin et tout ça? En boutique spécialisée. En boutique spécialisée. Pas en presse, mais en boutique spécialisée. On est distribué par Millennium. Donc, Pourquoi est-ce que vous ne distribuez pas en presse? Parce que c'est plus compliqué. En fait, ça demande un tirage bien plus conséquent, et on sait très bien qu'il y aura plein d'invendus et qu'on va devoir les détruire. Et ça vous fait mal au cœur. Et voilà. Je pense qu'aujourd'hui, le JDR en kiosque, c'est pas forcément une aventure très rentable et très durable. Ouais, ça a été tenté. Vous avez des retours d'expérience de ça, du JDR en presse? Il y a JDR Mag qui avait essayé et qui finalement, je crois qu'ils sont revenus juste aux boutiques et aux librairies. Il y a Casus V3 qui était en kiosque, qui a eu du mal aussi. Et là maintenant, la V4 est pas encore en kiosque. Je sais pas je pense pas que ce soit prévu d'ailleurs. Je sais pas. L'état de la presse dans le jeu de rôle, vous connaissez un petit peu on connaît les gens, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, vous connaissez les gens. On a des échos. C'est viable. Quand on fait un travail de qualité, c'est viable. C'est viable.
Enfin, pas pour en vivre soi-même, je veux dire, quoi. Ouais, mais, non, mais ça se vend, il y a de l'attente, voilà, il y a des rôlistes, rôlistes, et il y a des gens pour acheter, donc pour faire survivre le magazine à travers le temps. Faut pas se tromper par contre sur la publication. Dissident, vous en publiez combien à peu près? Moi, vous n'ayez pas envie de donner vos chiffres, je sais pas. Mais on en distribue vous en imprimez combien, pardon? Vous en imprimez combien à peu près en moyenne? Peu, voilà, pas assez peut-être. Mais attendez, enfin, je sais pas, c'est pas. Non. C'est déjà si vous en faites 100 ou 200, c'est déjà. Non, c'est plus que ça. Ah bah alors tu vois, c'est top. Mais non, enfin c'est un chiffre qui fait peur souvent parce que. T'aimerais en vendre combien? Combien t'aimerais en vendre? On voudrait en vendre 10 fois plus. D'accord, mais là du coup tu donnes aucun chiffre. Donc, Julien, allez. Il y a combien de rôlistes? Olivier Caïra disait qu'on était à environ 50 000. Tu crois à ça, Cobal? 50 000 rôlistes? Ouais. Tu penses que c'est plus? 50 000 rôlistes, je pense qu'on est plus, mais des vrais pratiquants qui achètent la presse, pas forcément dans ça. Et donc, c'est une question qu'on s'est posée d'ailleurs il y a pas longtemps. C'est plusieurs milliers? Plusieurs milliers, ce serait bien. On n'y est pas encore. mais t'es au millier déjà? Ou pas? Non, t'es pas loin. En tout, oui, on va dire ça. C'est bien. On commence à approcher là. On a une petite fourchette, c'est bien. Mais je trouve ça bizarre de cacher ces chiffres de vente ou d'impression pour une association. C'est pas tellement qu'on les cache, c'est que. Je veux dire, est-ce que c'est grave si vous dites oui, on en sort 1000 ou je sais pas quoi? Non, c'est pas grave. Moi, des tueurs ukrainiens envoyés par Black Book vont venir vous dessouder ou... non, mais là, ils sont juste en face de nous, donc c'est pour ça. On va se méfier. Non, mais bon, déjà. Les histoires de chiffres, on va pas jouer à qui a la plus grosse, ou des trucs comme ça. Quoi. C'est très bien qui a la plus grosse, donc c'est pas la peine. C'est pas le but, si vous voulez. Moi, le truc, c'est juste pour évaluer combien on est, la clientèle qu'il y a pour ce genre de choses. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que même pour évaluer notre podcast, par exemple, je vous disais, on a environ 500 téléchargements par podcast, 5000 auditeurs différents, peut-être même un peu plus. On sait pas, on a du mal à s'évaluer. C'est pareil, nous on sait que voilà, on sait pas combien on est. Il y a plein de gens donc qui l'achètent et qui le font lire après à d'autres et tout ça. Oui, tout à fait. Le fixe, par exemple, le fixe, je sais qu'il tourne beaucoup en association, comme c'est gratuit, enfin ça se transmet. Tout à fait. Donc c'est juste histoire de s'évaluer les uns les autres, savoir. Mais je pense que globalement, comme on est tous sur un créneau qui est un peu similaire, on doit à peu près tous avoir les mêmes données en fait. J'espère. Qu'est-ce que je voulais vous demander? C'est quoi le jeu de rôle pour Dissident? Est-ce que vous avez parce que je vois par exemple pour le grog, il y a des critères fixes qui font qu'on y rentre ou pas. Ouais. Est-ce que par exemple Parcelli Games, c'est un jeu de rôle pour vous? Complètement. En plus, on est un petit peu mal placé par rapport à ça parce qu'on a des gens chez nous qui. Oui, tu disais que tu travaillais avec Ludovic Papaïs. Voilà, c'est ça. Donc forcément, on est un petit peu. Orienté. Non, on a un petit peu des jeux, mais est-ce que c'est un jeu de rôle? Enfin, c'est un jeu de rôle apéritif. En termes de durée, déjà comment on définit vraiment? C'est du casual gaming. C'est un jeu où on s'amuse, apéritif, voilà. Mais non. Il y a peut-être des cas un peu plus limites. Sweet Agatha peut-être. Non, Agatha c'est particulier, c'est un jeu à 2 joueurs avec des. Nous à la cellule, on a eu énormément de mal à trancher pour savoir si c'était du jeu de rôle ou pas, ou si c'était une expérience de création d'une histoire tout seul ou à plusieurs. Ouais. Et du coup, c'est plus du story game. Du story game. Et justement, est-ce que vous faites dans le story game vous, on a une rubrique story game. On commence à en parler justement, On a, dans le dernier numéro, on a ouvert une rubrique sur le story game justement sur les jeux. Différents. Avec des mécanismes différents pour raconter l'histoire différemment. D'accord, donc dans celui-là, on parle de Montségur, de Fiasco, de Dirty Secrets. Vous pourriez parler alors Dirty Secret, on l'a testé. Montségur, on l'a jamais testé sur la série. Vous pourriez nous en parler rapidement? C'est Ludo qui a fait l'article, donc ça va être difficile. Moi, je l'ai pas lu. Donc, et Fiasco, c'est l'un d'entre vous qui a fait la critique? Fiasco, moi j'y ai joué. C'est pas moi qui fais la critique. C'est très bon. Fiasco. C'est quoi le thème, le jeu? C'est quoi le thème? C'est, on va dire le principe des films des frères Cohen. Chaque joueur part d'une situation de départ, a de l'ambition, énormément d'ambition,
que ce qu'il en est capable d'arriver. Le principe du jeu, c'est que si à la fin de la partie, on arrive au même point que où on était au début, on est plutôt pas trop mal sorti. Le mécanisme, c'est le mécanisme qui fait le jeu. Bon, puis les joueurs autour de la table, tout ça. Vincent. Mais le mécanisme vraiment est très très bon. Et ça est fait de telle manière qu'on va avoir que des emmerdes sur emmerdes, que des galères. Et va à chaque fois falloir s'en sortir. Grosso modo, pour expliquer le mécanisme du jeu, on a 4d6, que je dise pas de bêtises, 4d6 par joueur, 2 dés noirs et 2 dés blancs. Ouais. Je crois que c'est ça le truc. Donc ça nous fait un pool de dés. Un pool de dés blancs, un pool de dés noirs. Au début, c'est un pool de dés commun. On prend tous ces dés, on les jette au milieu de la table, on va avoir plusieurs valeurs, de 1 à 6. Le jeu contient de base 4 play sets. Il y en a d'autres sur le site de Edge qui sont dispo, il y a un générateur de playsets. D'accord. Donc de base, alors de mémoire, il y en a un, c'est Western, un village abandonné dans Donc oui, l'Antarctique. c'est vrai pour les auditeurs, le playset c'est comme un sitting, c'est-à-dire c'est ça, c'est un setting. C'est de quoi on part, pardon, en termes c'est un d'univers, contexte de jeu. Un style, ça peut être un style, le steampunk, le western. Ben là, il y a Western, ouais. Il y a une base dans l'Antarctique, un peu dans le style de le film The Thing. Ouais. Il y a un quartier un peu genre Desperate Housewives, un truc comme ça. Et le dernier, je sais plus trop. Et en fait, chaque settings, il y a des définis en objet, en relation, et je sais plus, en événement. Ouais. Et donc, on va devoir choisir un des 6. Donc, on va dire, voilà, entre toi et moi, par exemple, il y a eu un crime. D'accord. Donc, ça correspond à un 4. Donc, je prends le D4, puis je le mets de côté. Et puis voilà. Et on va comme ça épuiser le truc. Et toi, tu peux détailler le crime. Donc, il y a tout est proposé dans le playtest. Et donc, ça va créer des relations entre tous les joueurs. Donc, il y a pas de meneur. C'est vrai que là, non, il n'y a pas de meneur. Il y a pas de meneur. Donc on s'échange la narration au fur et à mesure de la partie. En fonction de quand on prend les dés, tac, on a. Non, cette histoire de dés au début sert à définir les relations entre les joueurs. D'accord. Et je vais juste définir les relations qui entre mon voisin de droite et mon voisin de gauche. D'accord. Et toi, tu feras pareil. Ouais. Donc et ainsi de suite. Et ça tourne. Ensuite, le jeu commence. Une fois qu'on a épuisé ce pool de dés, le jeu commence. Le principe du jeu, c'est que, donc par exemple c'est à mon tour de jouer, je choisis soit de décrire une scène, donc qui va se jouer soit entre toi et moi ou mon voisin de droite, ou je choisis si la scène réussit ou échoue. Donc si je décide de décrire la scène, voilà, on va créer une ambiance, on va créer une histoire, on va jouer les personnages, on va raconter un petit peu ce qui se passe. Et c'est les autres joueurs qui décident si finalement la scène réussit ou échoue. Ouais, d'accord. À l'inverse. Sur quels critères En Aucun. fait, les personnages, enfin plutôt les joueurs, c'est de se projeter un peu dans la situation et de dire voyons voir ça a quand même des chances de marcher ou alors pas du tout. Ça dépend aussi de l'interprétation faite par le joueur dont c'est le tour, quoi. D'accord. C'est la cohérence globale de ce qui a été raconté précédemment et du setting qui va déterminer si on accepte ou si on refuse une scène. Voilà, exactement. Ok. Ou alors on trouve ça plus intéressant que le personnage échoue à ce moment-là. Ah oui, ou l'intérêt qu'on éprouve à voir telle ou telle scène arriver pour la suite des histoires. On se réjouit de voir le personnage entrer dans une galère encore plus incroyable que le tour d'avant. C'est assez sympathique. Donc ça, voilà, c'est une petite présentation de jeu comme ça. Présentation, parce qu'après il y a différents mécanismes quand on arrive à la moitié du pool de dés. Parce qu'en fait, si on décide... c'est très intéressant parce que tu vois, t'es parti du système en fait pour nous expliquer le jeu. Le système appuie la narration. C'est pour ça que je mets en avant le système parce que vraiment le système appuie la narration. Défini par ce... J'ai l'impression que nous sommes sur la même longueur d'onde, messieurs. Dissident et la cellule, peut-être un crossover. Donc Fiasco, c'est un bon jeu, mais il y a d'autres mécanismes derrière parce qu'il y a un pool de dés communs. Si on décide que la scène réussit ou échoue, on donne soit un dé blanc, soit un dé noir. C'est ça que ça sert. Ah d'accord. Le dé blanc derrière, on va le donner à quelqu'un d'autre. Ou le dé noir, on va le donner à un autre joueur. Quand on arrive à la moitié du pool de dés, il y a un événement, une catastrophe qui arrive, comme si les joueurs n'étaient pas assez sournois, et voilà. Donc il y a un événement, arrivé à la moitié du pool de jeu, et ce qui permet de redonner une dynamique en fait et de relancer comme ça l'intérêt
l'intérêt du jeu. Okay. Et puis jusqu'à ce qu'on épuise le pool de dés. D'accord. Et les dés, après, on les lance pour quoi C'est faire ça. Au final, on va se retrouver, chaque joueur va se retrouver avec un pool de dés blancs et un pool de dés noirs. On jette tous les dés en commun et on fait la différence entre les dés noirs et les dés blancs. Et en fonction de ça, ça définit si l'histoire de chaque personnage réussit ou pas. Si c'est le fiasco ou pas, quoi. C'est ça. C'est ça. Alors, on va peut-être revenir sur Dissidence. Cela dit, on aura vu que Vincent s'est présenté un jeu qu'il est clair. Voilà, donc vous aurez vu. S'il est capable de le faire à l'oral, il est capable de le faire à l'écrit. Parlons de ça justement, de l'écrit. Comment vous sélectionnez vos rédacteurs s'il y a une sélection? Par exemple, moi, est-ce que je peux m'inscrire? Je vous envoie un article, il y a un comité de relecture. Comment ça se passe concrètement Dissident en interne? Alors, en général, c'est vrai que pour l'instant, on a un pool de rédacteurs qui n'est pas fermé. On a un pool dur en fait, un noyau dur d'une dizaine de personnes. Donc c'est les membres de l'association, c'est ça? Voilà, en fait, ou des proches qui sont là depuis le numéro 1 quoi. Et quand on a des nouveaux qui veulent venir, on passe les papiers à tout le monde. En fait, soit ils nous soumettent un texte, on le relit, on leur dit ce qu'on en pense. Soit ils viennent en renfort sur un article et donc je dirais pas qu'ils se font la main quoi, mais voilà, ils s'imprègnent un petit peu de notre façon de travailler. Et donc ils comprennent assez vite comment ça fonctionne et très vite ils sont indépendants quoi. D'accord. Ok, je vois bien. Au niveau des relectures et tout ça, vous refilez les textes des autres. Il y a besoin d'un nombre de relectures par texte. Est-ce que vous avez par exemple 2 relecteurs par texte comme ça se fait dans certaines revues? On a minimum 2, on essaye 3. D'accord, c'est bien. Parce qu'on a quand même des gens qui ont des petits problèmes d'orthographe. Il y a Vincent qui lève le doigt d'ailleurs. Donc on fait la chasse aux fautes quand même parce que c'est quand même un truc qui fait vraiment pas sérieux je trouve dans un magazine. Même s'il en reste, ça malheureusement je pense qu'on peut pas faire sans. Sur un livre de 200 pages, j'entendais une relectrice qui me disait l'autre jour qu'on estimait un besoin de 20 relecteurs différents pour atteindre l'idéal de 0 faute. Ouais. C'est pour vous dire que voilà. Quand même, donc, voilà. Non, mais, donc ça veut dire que il y a peu de fautes dans Dissident, 3 relecteurs, ça veut dire que vous faites quand même du bon travail. Donc faut pas. Voilà. Vincent, tu voulais ajouter quelque chose? Non, généralement sur l'orthographe, je me fais tout petit. Je participe. Il y a une vraie différence d'esprit entre le fixe et Dissident. Comment ça marche en fait le fixe? Tu peux nous expliquer un petit peu? Ils sont complémentaires, comme je disais tout à l'heure. Dissident ne parle pas du tout d'actualité. Et le fixe alors que parle, le fixe ne traite que d'actualité. Alors là, le fixe c'est pareil, il y a des relecteurs ou non? Malheureusement, là on balance. Ça se fait plus dans l'urgence en fait. Donc quand on peut le faire, on le fait. Malheureusement, c'est pas toujours possible. D'accord. Donc vous travaillez là, par contre, à chaud. Vous balancez les actus. C'est ça en fait. Le fixe, donc c'est une newsletter qui paraît en PDF toutes les semaines. Je l'envoie dans la journée du dimanche par paquet de 100. En fait, pour éviter parce que ça arrive que des abonnés le reçoivent dans les spams. Donc du coup, pour être sûr qu'il l'est dans leur boîte aux lettres tous les lundis matin, j'ai fait des listes de diffusion par 100. D'accord. Comme ça, tu sais. Ouais, d'accord. Voilà, et puis je les envoie à 1 heure et demie d'intervalle chacun. Ça permet comme ça de... Le boulot de ouf. Tu fais ça à plein temps Non, ça dépend. Je m'organise. Fais. Non, mais ça prend pas ça prend pas. Je lance le truc. Le PC il est allumé. Puis. Vous espérez en vivre de Dissident à part ça? C'est pas le but, non. C'est pas le but, mais si c'était possible, vous le feriez. Je pense pas. Moi, je te le dis. Moi, j'espère vivre du jeu de rôle, par exemple. Je suis un fou, moi. Dans l'idéal, ce serait magnifique, évidemment, mais je pense que dans le modèle actuel, c'est pas possible. C'est pas possible, d'accord. Ou alors, il faudrait qu'on ait un tirage plus conséquent et qu'on vende beaucoup plus. Donc, vous travaillez à côté tous les deux? Ouais, on a un travail à côté. Qu'est-ce que je voulais vous poser d'autre comme question? Ça y est, je suis à court. Bon, pour meubler, je peux continuer à parler du fixe. Oui, mais mine de rien. Ouais, le fixe, vas-y, développe, parce que... Non, mais mine de rien, on a abordé tous les sujets. Vous êtes rapides, les gars. Vas-y, le fixe, je t'en prie. Et donc le fixe, ça traite d'actualité. Ouais. C'est donc un PDF qu'on envoie toutes les semaines.
Il y a 1 ou 2 pages d'actu. Donc ça va être des annonces de jeux, des annonces de couverture, des annonces de suppléments. Ça va être aussi des avis de lecture. On en parlait tout à l'heure. Voilà. Il y a aussi une colonne que j'ai intitulée la vie du web, où en fait je pars du principe que le jeu de rôle vit aussi à travers les rôlistes. Il y a énormément de productions amateurs ou tout du moins gratuites sur le net. Donc je pense au site de l'Elfe Noir par exemple, qui propose énormément de scénarios, qui font un très bon travail. Donc voilà, dans cette vie du web, dans cette rubrique vie du web, on va parler de tout ce qui alimente le web. Donc c'est là aussi où j'annonce les sorties de la cellule, de Radio Rollist, différentes interviews. Dès qu'il y a des scénarios gratuits mis à dispo, c'est là où j'en parle là, et ainsi de suite. Et après il y a le calendrier des sorties qui conclut chaque fixe. Et qui est un travail de titan. Qui est un travail conséquent, qui ne traite... Alors par contre, le fixe ne traite que des jeux français. D'accord. Francophone peut-être, si tu as envie de dire. Francophone, ouais. Enfin, les jeux en français, voilà. Et puis, francophone, les jeux. Et donc, pareil pour le calendrier des sorties, et il y en a pour 5 pages, je crois, enfin 5 ou 6 pages, qui s'est classé par éditeur, et puis par gamme. Et donc mettre à jour, c'est juste une horreur, quoi. Mais par contre, c'est là où j'ai le plus de retours, quoi. C'est vraiment, c'est quelque chose qui plaît, le calendrier des sorties. Donc voilà. Comment vous choisissez vos thèmes? C'est comme ça, l'envie. Pour Dissident. Ouais, pour Dissident. On a un pool de thèmes sous le coude. Après, vous les préparez en contactant des gens, c'est parce que j'imagine que quand on fait un thème par exemple sur loisirs sous influence ou l'argent du jeu de rôle, vous avez tout de suite des idées, vous dites, ah tiens, il y a tel gars qui pourrait nous en parler, vous le contactez. Ça doit être un énorme travail aussi. On sait ce qu'on aimerait lire. Enfin, voilà, il y a dans ce qu'on écrit, il y a une partie qu'on aimerait bien lire aussi. Les questions qu'on pose dans Dissident, c'est des questions qu'on se pose. L'argent et le JDR, loisirs sous influence. Enfin, donc du coup oui, on sait ce qu'on a envie de mettre dedans parce que c'est des questions qu'on se pose, donc on cherche les réponses. Qu'est-ce que vous entendez par un loisir sous influence d'ailleurs En fait, il y a de plus en plus de jeux qui sont des dérivés de licences, que ce soit des romans ou des séries télé. Ça c'est plus pour les jeux américains. Des bandes dessinées pour la Brigade Chimérique. Ouais, voilà. D'accord. Et donc on se demandait si c'était pas, si ça devenait pas plus ou moins la norme. Pour réussir que d'être un produit dérivé. Voilà. Un produit dérivé finalement. D'accord. De profiter de l'aspiration d'une licence pour. C'est ça, Parce que dans le livre d'Olivier Caïra, Les Forges de la Fiction, il explique qu'en gros, le jeu de rôle ne peut se créer que si on partage tous une culture commune, tu vois ce que je veux dire? Donc ça expliquerait aussi peut-être ça. C'est plus facile de partager une description quand c'est issu d'une BD que tout le monde connaît, clair, tu vois. Je te dis écris le village d'Astérix, bon bah paf, tu l'imagines, tu l'as dans la tête, c'est bon, c'est réglé. C'est peut-être aussi pour ça que le jeu de rôle est plus sous influence. C'est plus facile à partager en termes d'imaginaire. D'accord. C'est une fan. Voilà. Pas d'hystérique, c'est pas grave. Donc voilà, c'est ça que vous entendez par un loisir sous influence. Ok. Est-ce que vous avez un engagement, comme nous par exemple à la cellule, on a tendance plutôt à booster l'indépendance, à être engagé côté indépendant, ou non, vous essayez d'être le plus exhaustif possible? On parle des gens avec qui on aime bien parler tous les jours aussi, quoi. D'accord. Je sais qu'il y a des éditeurs qui sont très très sympas avec nous. Ouais. D'autres moins. Ouais. Donc évidemment. Je sais pas, non. Cobal. Petit vidéo. Il ferait jamais ça sur Radio Rollist. Tiens. Carrément, je te connais par cœur. Donc, non mais par exemple on a donc c'est au coup de cœur en fait. Ouais, voilà, on a de très très bonnes relations avec Sans Détour. Il donne des noms, bravo Cobal. Avec Pulp Fever, mais là c'est plus au niveau personnel aussi. Vu que je travaille aussi pour eux. Non, puis Laurent. Dissident, un MOOC sous influence, point d'interrogation. C'est ça. Bon, on est rôliste, donc on est forcément sous influence. Donc on peut nous corrompre. Corrompez-nous. Non, mais on essaye d'être exhaustif.
Mais ouais, Bon, on n'a pas de liste noire, quoi, c'est ça. Oui. Non, pas du tout. D'accord. À tel point que c'est difficile de parler de tout le monde dans un numéro. On a pu sortir cet été un hors-série scénario et on a essayé donc on a parlé de grands jeux, on va dire de blockbusters si on peut parler comme ça. Donc il y a l'appel de Cthulhu, du Bloodlust, la brigade chimérique. Et après, on a aussi abordé des jeux un peu plus. Vous avez un hors-série aussi, je vois ça là. Un hors-série scénario, ouais. D'accord, ouais. Après, on propose un scénario pour Worm, par exemple, pour Sombre, pour Barbarian of Lemuria. Enfin voilà. Bon, il y a 12 scénarios dans le hors-série, mais il y a du L5R, du Polaris, du Jadores, du Devastra. Ouais. Donc, vous essayez là, sur les jeux là, c'est d'essayer de voir large, quoi. De Sombre à Luchadores, il y a quand même tout un pas, quoi. Mais c'est deux très bons jeux pour autant. Enfin, oui, cela dit. Non, deux très bons jeux. Si votre travail de journaliste, en fait, vous le concevez comment ? Vous êtes un intermédiaire entre votre lecteur et les éditeurs ? Ou alors non, vous êtes un conseil d'achat ? Comment est-ce que vous... Je vois à votre regard que vous n'y avez jamais songé, en fait. On s'est jamais vraiment posé la question, non. On s'est jamais vraiment posé la question, mais dans ces termes-là, quoi. Pour moi, c'est vraiment une démarche plus vis-à-vis du lecteur. Au final, de ce qu'on propose en termes de scénario, par exemple, il y a énormément de scénarios officiels où on essaye. C'est pas pour dire d'avoir un scénario officiel, d'être reconnu par l'éditeur, tout ça, c'est plus vis-à-vis du lecteur au final. Qu'il y trouve son compte. Qu'il y trouve son compte et que c'est une certaine garantie, en fait, comme quoi le scénario proposé respecte l'univers, respecte la gamme, voilà. D'accord. Donc, je pense qu'au niveau de la démarche, c'est peut-être plus vis-à-vis du lecteur final. Tu voulais ajouter quelque chose ? Ah non, pas du tout. Vous avez quelque chose, comment dire ? Vous souhaitez quelque chose du jeu de rôle ? Vous attendez quelque chose du jeu de rôle ? C'est-à-dire, je tourne toujours autour de cette idée d'engagement. Par exemple, moi, je prends par exemple à la cellule, pour donner un exemple. Nous, on aimerait que les auteurs se rémunèrent davantage, se réveillent par rapport aux contrats qui sont signés avec certains éditeurs. Pas tous, des éditeurs qui sont très corrects. Mais voilà, et donc du coup on les sensibilise à ça. On essaye de... Qu'ils fassent un coming out créatif. Cobal. Ouais, voilà, exactement. Une grève. Et puis bon, on essaye aussi un des trucs qui nous tient à cœur, c'est de montrer que le système du jeu est important, qu'un jeu de rôle c'est pas un univers plus un système, mais bel et bien un ensemble cohérent. Bon voilà, on a ces deux angles d'attaque et puis après on fait tous nos sujets un petit peu avec ces angles-là. Bon, on se recycle aussi, mais voilà, vous, est-ce que vous avez des marottes comme ça ou non ? Vous êtes Ouais, nous on se recycle pour chaque numéro au niveau des questions qu'on se pose pour le thème. Ouais, c'est ça. Déjà, ça nous permet d'aborder le jeu d'un certain angle. Après, non, on aime jouer, on aime directrice le jeu. de dissident, quoi. Il y a pas... Parce que dissident, ça fait un peu rebelle, un peu quand même. Truc, non ? Alors, il y a un jeu de mots multiple en fait dans le nom du magazine, enfin du MOOC, pardon. Oh, c'est même moi je m'y mets. J'ai essayé de le décrypter. Alors déjà, il y a D6, le D6 au début. C'est le 6 en fait, le 6 parce qu'on est 6 à l'origine de Dissident. D'accord. Ouais. Et c'est aussi parce que on voulait se mettre pas en opposition, mais proposer un truc différent de ce qui existait et qui était plus ou moins la norme des magazines de JDR. D'accord. C'est-à-dire sans vouloir non plus trop tirer dessus, mais proposer un produit un petit peu formaté et pas toujours très très bien écrit et on voulait vraiment aller plus loin que ça, quoi. D'accord. On voulait changer du dossier récurrent de Dragon. Voilà, le dossier Dragon, le dossier pirate, voilà, on trouvait pas ça très intéressant. Ah, en fait. Donc ça c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'en fait vous... ça y est, je commence à comprendre. Vous en fait votre point c'est finalement de parler du jeu de rôle comme d'un média. C'est ça. Alors que beaucoup de magazines de jeux spécialisés parlent de l'intérieur, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'ils parlent des dragons, justement, des choses qu'on trouve dans le jeu de rôle en tant que fiction. Voilà. Vous avez plutôt envie de parler du milieu, du média et tout ça. Voilà. C'est ça l'idée, quoi.
Ce serait ça un petit peu votre touch, la dissident touch. Ça fait penser un peu à Bob le s'intéresse Rolliste. plus, Tu te souviens de ce petit e-magazine Cobal, non? T'as jamais vu? Bob le Rolliste, c'était un. Il y a Pas eu du qu'un, tout. ouais. Il y a eu qu'un, non? C'était pas le Bobzine? Ouais, le Bobzine. Il y en a eu qu'un seul? Je crois qu'un qu'il y en a eu qu'un, numéro, ou alors, ouais, ou alors il jeu. est peut-être sorti en PDF Peut-être après, je deux, sais pas. ouais. Mais... Bob Non, le non. Rolliste, c'était pas une convention? Alors Aussi, si, ouais, à la base là. c'était une convention, ils avaient fait un petit magazine qui était C'était vraiment le pas Bobzine. mal. Le Bobzine, Et je justement, pense. il avait un petit peu Je cette l'avais lu, ouais, il était démarche-là. Et je me demandais si vous en étiez inspiré ou si vous leur avez pu proposer éventuellement. Peut-être que ça les intéresserait. À l'époque du Bobzine, c'était encore les carnets de l'Assemblée. Ouais, donc, on était encore sur autre chose en fait à cette époque-là. Non, mais je pense qu'ils pourraient être intéressés par votre démarche. Peut-être. Voilà, Ils le sont peut-être déjà, on sait pas. Oui, si ça se trouve, ils vous suivent carrément. Donc voilà, d'accord. Donc plus un magazine sur le milieu des jeux de rôle qu'un magazine C'est ça. sur. D'accord. Ah. Mais en même temps, il y a quand même le petit scénar de Cthulhu, le petit. Ça se veut quand même. Là, par exemple, le podcast. La revue HS, elle est quand même consacrée à l'intérieur des jeux du coup, parce que vous proposez des le but parties c'est quand même de possibles. jouer, bien sûr, il y a le thème, même à travers nos thémas, on essaie toujours de le décliner en scénario. Il y a deux scénarios par théma. Il y en a deux jeux aussi, ouais. Ou une aide de jeu, ouais. Donc sur l'argent et le JDR, on va faire un scénario où il y a l'argent est en jeu, ou pareil sur les femmes, pareil. Sur le voyage, on avait proposé l'argent, les femmes, le voyage, que de thèmes narratif. racoleurs. Faut attirer le lecteur, hein. Exactement. D'accord, ok. Non, mais c'est vraiment, c'est une expérience curieuse ce magazine. Je sais pas trop comment l'aborder. Moi, en fait, j'aurais dû le lire peut-être avant de vous interviewer. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que je tourne autour et je me dis tiens, il faudrait qu'on fasse un truc avec eux. C'est intéressant de vous découvrir et d'apprendre comme ça. Cobal, t'avais une question? Cobal a tout lu. Oui, voilà. Cobal a Tu tout peux nous lu, faire ouais. un... Est-ce que tu de peux quoi, leur faire un pardon retour en live? Tu feras un Sur retour le contenu sur de Dissident, le Dissident contenu. Vas-y, fais péter quoi. Fais-nous rêver. Je que tu ferais trouve comme, ça très bon. D'accord. Je trouve les articles bien écrits, mais bon, c'est aussi du copinage parce que je connais des mecs qui bossent dans Dissident. Non, on donc, connaît tous tout le monde, Cobal. Voilà, On est tous copains, donc. on est tous copains. C'est. Ouais, j'aime bien le recul en fait qu'il y a sur. Ça qu'il y a c'est dans l'avantage du certains magazine articles, sur hein. Internet. C'est que Internet, justement, le feed, ça doit réagir très à chaud. Comme tu disais, il n'y a pas tellement de recul. Alors que là, t'as un truc documenté. Ça, c'est le MOOC. C'est super pour ça, quoi. Ça, c'est ce qui te. Après, sur les thémas, ils sont pas tous super originaux. L'argent du jeu de rôle, il y a déjà eu un article dans Backstab il y a un certain nombre d'années. Bon, ça fait une mise au goût du jour. L'argent du jeu de rôle depuis Backstab, ça a peut-être un peu changé, Cobal. C'est quand vrai, même, hein. c'est vrai. Déjà, on est passé en euros. Déjà, oui. Ça change tout. Alors, regarde le vieux de la vieille, l'encyclopédie Cobal. Ouais, Tu fais un peu ton vieux con, là. Hein. ouais, je sais. T'en as conscience? Oui, je sais. Mais je suis un vieux con, j'assume. Donc globalement, les articles de fond. C'est ce que j'aime le plus. C'est ce en qui fait. attire le plus. Hein. Ouais. Moi aussi, Les c'est articles de fond, après les scénarios sont bien, il y a aucun souci. Le fait que ce soit du scénario officiel, c'est sympa pour ceux qui veulent suivre une gamme et ne pas faire un scénar qui va exploser l'univers à la fin. Faut dire à nos auditeurs aussi que c'est vachement bien graphé, c'est super bien mis en page. Ah oui, la mise en chouette. page, la mise en page est chouette, Ouais, c'est bien illustré. On voit que c'est vraiment, ça s'inspire du jeu de rôle à ce niveau-là en termes d'illustration. D'illustration évidemment, Ouais. mais même de. Oui, comment dire, on a voit que c'est l'impression un d'avoir magazine un de jeu bouquin de jeu de rôle. rôle. On a l'impression d'avoir un bouquin de jeu de rôle en fait dans les mains presque. Je trouve. Tu trouves hein, carrément Avec Dissident, en tout cas moi les jeux indés. Mais non, il n'y a pas de Excuse- section avec les règles. Oui d'accord, mais non. Il y a pas plein de gros tableaux Cobal. partout. Ah, là, non mais tu vois ce que je veux dire, c'est au niveau de la mise en page, au niveau du travail qu'il y a dessus, ils se font autant chier que les les indés américains. Oui et non, parce que à partir du moment où tu fais un magazine un petit peu illustré, tu vas tomber dans des normes de maquettes qui vont finir par ressembler à ça. Quoi. Oui mais il n'y a pas de pub par exemple. Ah non, ça c'est vrai. Ça Ah, aussi, c'est zéro un pub. gros, Ah, un ça, gros ça, point il faut le fort. dire. 0% pub, ouais. Il faut le C'est un dire. gros point fort On arrive- du mag. On arrive à se financer, c'était une volonté dès le départ, et on arrive à se financer sans pub.
Parce que une pub dans le MOOC, c'est une page en moins pour l'article de fond. Exactement. Ouais. Voilà. Et donc du coup, on a Ça, ce serait mal. Et les pages sont chères chez nous. Ça se négocie en fin de rédaction par moment. C'est un peu tendu. Ah non, on en veut toujours plus, ouais. Ah, sinon, dernier truc, moi j'aimais bien la rubrique un peu people que vous avez fait disparaître. Je dois bien avouer que j'aimais beaucoup. C'est quoi la rubrique? Alors, il n'y a pas que le JDR dans la vie. JDR dans la vie. Ouais, elle a disparu parce qu'elle n'a pas été. Elle n'a pas été comprise comme on l'aurait voulu. On n'a pas réussi à en faire ce qu'on aurait voulu non plus. Alors en fait, le principe de la rubrique, c'était, même si maintenant donc elle n'existe plus, comme je le disais tout à l'heure, on veut proposer des rubriques légères entre deux articles de fond. Ouais. Il n'y a pas que le JDR dans la vie faisait partie de ces rubriques légères. On allait interviewer des auteurs ou acteurs, tout du moins du milieu du jeu de rôle, des acteurs connus, et on allait leur poser des questions 0% jeu de rôle. C'était pour l'humour et c'était pour aussi apprendre à les connaître différemment, éviter de toujours leur poser les mêmes questions. Et on a interviewé forcément des gens, des auteurs connus. On a eu Willy Favre, on a eu Jérôme Larrey, il y a eu Ino. Quand on va interviewer ces gens-là, le lecteur derrière, il s'attend à avoir des vraies réponses. Et vu le côté un peu décalé, pour pas dire débile sur certaines questions, forcément le lecteur était déçu. Quand il voyait l'interviewé et ce qu'on a fait de l'interview au final, ça passait pas. Certaines personnes aimaient bien ce côté décalé et cet humour, d'autres personnes moins, voire pas du tout. Oh, d'accord. Du coup, on l'a remplacé. Donc le 6, le numéro 6 qui vient de paraître, on a rafraîchi certaines, donc on a rafraîchi la maquette et on a rafraîchi aussi les rubriques, la ligne éditoriale. Donc cette interview, il n'y a pas que le JDR dans la vie, a été remplacée par une autre interview qu'on a appelée Avant j'étais rôliste, mais maintenant je vais mieux. Voilà. Maintenant je vais mieux. Et donc pareil, on va interviewer des personnalités, qui ne jouent plus au jeu de rôle ou qui ont joué au jeu de rôle. Donc pour cette première, le parrain c'est Fabrice Collin, donc romancier français et scénariste aussi de bande dessinée. D'accord. Je suis super jaloux. Pourquoi? Parce que tu aimes Fabrice Collin? Parce que déjà, je suis un gros fan de Fabrice Collin. Je faisais son site web il y a une dizaine d'années. D'accord. Ah, c'est vrai. Ouais. Et puis, j'ai une thématique dans Radio Rolliste là-dessus. J'ai fait des hors-séries sur les anciens rôlistes. Ah ouais? Oui. Et y avait qui? Lionel Jospin. Lionel Jospin. C'est une légende urbaine qui a été lancée par Diesel, Steven Spielberg. C'est une légende urbaine qui a été lancée par justement le Bob Zinn, que Lionel Jospin était rôliste. Que Lionel, ce qui a priori n'est pas vrai, mais bon. je le vois pas. C'est marrant, mais ce serait marrant quoi. Voilà. Il y avait qui? Il y avait. Donc à part Lionel Jospin. Il y avait qui j'ai fait Eric Nieudant, mais parce qu'il est sorti du milieu professionnel. On a fait un petit peu revenir nous justement là. Tu peux revenir, il a sa rubrique dans le 6, oui, enfin à partir du 6. Maintenant il était rangé des voitures, mais visiblement vous l'avez fait ressortir un peu le loup du bois. Je vais aller le chercher là au fin fond de l'Irlande. Et puis il y avait aussi j'ai interviewé aussi Léo Vesperini. Ouais. Qui maintenant est éditeur de magazine. Et qui bosse encore chez Casus maintenant là d'ailleurs. Il fait des trucs chez Casus. Je crois, ouais. Peut-être plus dans les cartes ou les jeux de société. Peut-être. Ouais. C'est plus son rayon maintenant. Vous adaptez pas mal à vos lecteurs, si j'ai bien compris. Vous écoutez beaucoup les retours de. Ah pardon, excusez-moi. Vous écoutez beaucoup les retours de vos lecteurs. Hein. Par exemple là, la rubrique People, vous l'avez virée parce que les lecteurs. C'est ça plaisait pas. Ouais. Donc du coup on a changé, on a apporté aussi d'autres nouvelles rubriques à partir du 6. Donc il y a le syndrome du panda par exemple, où on va parler d'un jeu qui n'a pas marché à l'époque et qui pourtant est bon. Alors est-ce que si le jeu sortait aujourd'hui... Pourquoi le syndrome du panda? Pourquoi panda? C'est une question qu'on nous pose beaucoup. Le panda est un animal à la con qui vit, qui est endémique à une région et qui ne peut pas en sortir parce qu'il est obligé de manger ses bambous et c'est tout. D'accord, ok. Et qui se reproduit très mal. C'est pour ça que vous avez appelé ça comme alors, ça? C'est l'interprétation de Cobal, Vincent. Je vois ça comme ça. Alors, il y a aussi une histoire d'une pique de backstab envers Casus à l'époque. Attention à ton micro.
Ouais, rapproche un peu. Et donc apparemment ça serait une histoire entre Cassius et Backstab à l'époque. D'accord. Il y aurait eu, c'est Croc qui avait dit ça. Vas-y, attends. C'est quoi l'histoire alors? Je sais pas exactement. Je sais pas tout, non. Parce que... J'ai l'historique si tu veux. Bah alors. Notre historien. Alors notre historien là. Alors. Oui, donc, c'est à l'époque de la mort de Cassius, Croc avait dit oui, de toute façon, si ça marche pas et qu'il crève, qu'il crève, point. c'est comme les pandas. Si cette espèce, ça sert à rien de l'entretenir artificiellement. Si ça doit crever, ça va crever. D'accord, ok. Et c'est pour ça que le forum Casus Eno s'appelle forum, s'appelle Panda.net ou je sais pas quoi. C'est sûr, Panda Pirate. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ah, c'est pour ça. C'était créé comme ça. Ah, excellent, belle anecdote. Cassius No est né à l'époque de où le vrai Cassius est mort et où Croc a dit ça. Voilà. Ouais, c'est énorme. Donc voilà, le syndrome du panda va parler de jeux qui a pas marché à l'époque et qu'on trouve plus, et puis alors que c'était un bon jeu, quoi. Voilà. Alors que c'était un bon jeu. Donc pour ce premier numéro, c'est Dying Earth. Et il a pas marché Dying Earth? Bah peut-être pas eu énorme succès d'Esteam, non? Ouais, voilà. Oui. Énorme succès d'Esteam, mais bon, il y a de très très bons jeux. Ouais. C'est intéressant ça comme rubrique. Pas marché. Ouais. On a en nouvelle rubrique aussi, on a À saisir. Qui est écrit par Kobayashi, qui est connu sur Casus No. Tout à fait. Et en fait, qui a fait le jeu de rôle sur les très bon là, sur les tranchées avec les poilus. Très bon. Non. Ce Kobayashi, c'est celui qui a fait le jeu. Barbarian sauf les Muriel. Non, c'est le livre de l'ours en fait. Dans les tranchées en 14-18. Ouais, pas un guerre 14-18. C'est pas. C'est pas Kobayashi, c'est pas le même? Si, je vois. Je me souviens plus du nom de ce jeu. Bah, les auditeurs, vous mettrez ça dans les commentaires. Vous le savez, vous le savez. Oui, parce qu'en fait, je vois le visuel. J'avais bien aimé. Visuel, j'avais lu le jeu, j'avais trouvé ça. La thématique, je l'avais trouvé vraiment intéressante. Après, j'ai lu. C'est un rapport de lecture que je peux en faire. Juste la lecture et la promesse du jeu était très bonne. Je l'ai jamais testé. Tiens, d'ailleurs, c'est un truc qu'on pourrait faire sur la cellule, ça, de tester ce jeu. En one shot. En one shot, ouais. Je me souviens plus comment il s'appelle. Je sais qu'il avait un beau nom aussi. Donc voilà. T'es en train de réfléchir, Vincent? Ouais, parce que je l'ai sur le bout de la langue, c'est énervant le jeu, quoi. Bon, bah, t'en fais pas. Nos auditeurs le retrouveront, il n'y a pas de souci. Ils le retrouveront. Ouais, donc c'est une rubrique où on va parler des jeux en VO ou des jeux indépendants qui sont pas encore forcément édités en France et qui mériteraient de. Ouais. Donc en gros, c'est sortie, vous êtes en train d'avertir Ludovic Papaïs qui a un jeu à traduire. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'est lui qui fera la rubrique ou... On lui balise le terrain. C'est lui qui fera la rubrique, tu sais. Non, il se débrouille très bien tout seul. Il a choisi des projets à venir, des choses dans les cartons. On a plein d'idées, mais pour l'instant c'est encore un peu tôt pour en parler. On vient de sortir le hors-série, on fera probablement pas de choses de ce genre-là avant l'été prochain, donc c'est encore vraiment trop tôt pour en parler. On a des projets, ça c'est sûr. Une question que j'aime bien poser en général aux acteurs de jeux de rôle que j'interviewe comme ça, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'état actuel du jeu de rôle et de son espérance dans l'avenir, à vue de pif, Vincent? C'est toujours une question un peu vaste, mais j'aime bien la poser pour savoir comment vous sentez le terrain, quoi. Alors très riche, en termes de variété de production, que ce soit des gros jeux comme la Brigade Chimérique, voilà, qui est un jeu à licence, des petits jeux comme Sombre, Worm. Aujourd'hui on peut sortir un jeu comme Worm, et puis voilà, il a la reconnaissance. Il y a tous les petits jeux, justement on n'arrête pas de parler de la boîte à voilà, qui peut sortir des jeux différents. Attention, la boîte à jeux, c'est des jeux indépendants américains. C'est Breaking the Ice, c'est une sommité aux States, comme Slay With Me. C'est des petits jeux en France, mais des gros jeux à l'international. Non, des petits jeux par le format, peut-être par la durée de partie, par la durée de partie, voilà. Après. La production est très riche aussi, je le vois avec le calendrier des sorties dans le fixe que j'ai du mal à mettre à jour. Le fixe, ça va faire 1 an et demi, 2 ans qui sort toutes les semaines, presque non-stop. Et j'ai toujours quelque chose à dire. Je dis presque non-stop parce que cette semaine il n'y en aura pas parce qu'on est à Octogone. Je me suis autorisé un mois de vacances en juillet-août pour lever un peu le pied. Mais non, toutes les semaines il y a quelque chose à dire dans le fixe, quoi. Toutes les semaines. En parlant que des jeux francophones.
Et puis le calendrier des sorties, donc, vous trouvez que le jeu de rôle est dynamique, qu'il y a de la créativité en termes de public, vous sentez un agrandissement? Il y a de plus en plus de rôlistes? Un agrandissement. Ouais, il y a qu'à regarder là aussi autour de nous. Il y a énormément de tables de jeu, il y a énormément de jeunes qui jouent. Toutes les tables sont quasi pleines. Hier, j'ai joué toute la nuit et les tables étaient pleines. Les premières parties se terminaient vers minuit, 1h. Dès que les tables étaient, on va dire, il y avait un deuxième service, quoi. Ouais. Il y avait des parties qui se lançaient à minuit, 1h. Donc, ça fait super plaisir de voir ça, de voir toutes ces tables remplies. Ça n'arrête pas de jouer. Il y a plein de générations. On retrouve l'esprit, jeu de rôle, quoi. Je trouve ça renaissant, moi aussi. Il y a Julien qui est reparti sur son stand et est en train de vendre les dissidents là. Vous avez eu beaucoup de monde, beaucoup de passages sur le stand? On a eu beaucoup de monde, on a eu beaucoup de monde, comme l'année dernière. Donc l'année dernière était très très satisfaisante. Donc c'est pour ça qu'on est revenu cette année. On vient de Lille, en fait. Donc on fait Lille-Lyon. D'accord. Donc ouais, on voit, il y a énormément de monde qui vient sur le stand. Moins en début d'après-midi, milieu d'après-midi, quand c'est les parties qui se lancent. Ouais. Tous les rôlistes sont en train de jouer. Après cette année, on découvre c'est autre chose. L'année dernière, on devait se présenter, on devait présenter le MOOC, on devait dire un peu qui on était. Alors que là, maintenant, les gens viennent. Maintenant, les gens viennent, nous connaissent, ils prennent éventuellement les numéros qui leur manquent sur leur collection, ils viennent discuter, ils viennent renouveler leur abonnement. Donc c'est un plaisir différent en fait cette année. D'accord. C'est bien. Vous êtes là juste pour profiter de votre succès entre guillemets, quoi. Non, ce serait un peu prétentieux de dire ça, mais on vient. Non, mais on peut être fier sans être prétentieux. Ah ouais, on est fier, de ce qu'on a fait, et on vient aussi pour. Nous c'est pareil. Pour voir des gens. Au stand de l'Indé, on n'a jamais autant bien marché que cette année. Ça marche vachement bien. Aussi parce que grâce à SLU et tout, on commence à un petit peu être. Les gens connaissent nos voix. On est content. On n'est pas prétentieux pour autant. Non, après c'est aussi l'occasion de entre guillemets de voir les copains, quoi. Donc ça c'est vrai. On voit il y a nos amis toulousains donc qui participent à Dissident, Jérôme Brandelaret, il y a Laurent Desvernay, Louis Ludovic de la boîte à eux. J'ai pu rencontrer Cobal que j'arrêtais pas d'embêter par mail ou par MP. Vous étiez jamais rencontrés alors que pourtant tu viens souvent toi à Octogone. Pardon ? Tu viens souvent à Octogone toi? Non, c'est la première fois que je viens à Octogone. Ah bah non. Je pensais que que tu venais régulièrement dans la région. Je t'avais vu à. Non, il y a quelques années, j'allais à la convention du Cluj. La convention du Cluj, le club des jeux de l'INSA, juste à côté, mais à Octogone, non, c'est la première fois. Julien, du coup, tu étais parti à ton stand. J'ai pas eu le temps de te poser ma dernière question qui est, tu trouves qu'il y a le monde du jeu de rôle, ça se porte bien, il y a de plus en plus de rôlistes selon toi ou non, tu penses que... je sais pas si comment tu l'évalues, mais en tout cas, je pense pas que le jeu de rôle soit mort du tout. Ah non. Au contraire, il se diversifie vraiment beaucoup. On le voit avec plein de jeux vraiment très différents qui sortent, avec des mécaniques qui renouvellent un petit peu le genre. Et je pense que c'est vraiment pas mal. Après l'avenir du jeu de rôle, je pense qu'on est en phase de mutation d'une façon ou d'une autre, que ce soit entre la micro-édition, avec justement les jeux narratifs qui apportent des choses vraiment très différentes. Alors on n'aime pas cette appellation-là nous sur la cellule, mais bon, c'est pas grave, je te laisse le dire. Les gens les appellent en général, mais non, mais bon. On va pas en discuter, mais et je pense vraiment que là on est dans un moment il y a quelque chose qui se passe, et que c'est vraiment très intéressant de vivre ça maintenant, quoi. Ouais. Et qu'on espère que ça va mener vers pas vers un nouvel âge d'or, parce que maintenant avec les autres médias, on sait que le jeu de rôle a un côté un petit peu archaïque quand même, avec le côté papier, le côté se mettre autour d'une table, mais justement je pense qu'il y a vraiment plein de choses à faire autour du jeu de rôle maintenant. Ouais. Eh bien, merci messieurs. Pour Dissident déjà. Merci pour Dissident déjà, parce que c'est un MOOC de qualité. Et avec des thèmes intéressants, vraiment. C'est un travail, on voit, vous y réfléchissez
activement. C'est intéressant de discuter avec vous. Merci d'avoir accepté de participer au podcast. Merci à toi, Cobal, d'être intervenu comme ça. D'être passé. D'avoir fait ton encyclopédie. Heureusement que tu es là parce que moi, tu vois, je ne connais pas encore Dissident. Donc je découvre avec eux. Je vois que ça a l'air d'être des gens charmants. Je vais probablement acheter les PDF quand je rentrerai à la maison. J'ai une tablette et tout, donc je vais pouvoir me la péter avec ma tablette et mon Dissident. Parce que j'ai malheureusement par contre 10 € pour le papier, ça, pour moi ça fait trop cher. La version PDF est beaucoup moins chère. Bah oui, justement, ils disent à 3 €. C'est vrai que c'est là du coup. Mais bon, peut-être que pour la maison, un de ces quatre quand même, je les achèterai en papier. Les thèmes qui vont me sembler les plus intéressants, je les laisserai traîner dans mes chiottes. Voilà, ce sera votre place. Mais c'est une place de choix. Mais c'est une place de choix. Hein. Ne vous y trompez pas. Allez, à bientôt. Merci beaucoup, à vous. merci. À bientôt. Ciao.